Donc, considérant que, au regard de la gravité de la menace terroriste sur le territoire national, des mesures particulières s'imposent pour assurer la sécurité de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, dite COP21, qui se déroulera à Paris et au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015 et réunira de très nombreux chefs d'État, que des mots d'ordre ont circulé pour appeler à des actions revendicatives violentes, tant aux abords des lieux où se tiendra cette conférence qu'aux abords de sites sensibles se trouvant en Île-de-France, correspondant notamment à des opérateurs d'importance vitale, que la forte mobilisation des forces de sécurité pour lutter contre la menace terroriste ne saurait être détournée pour répondre aux risques d'ordre public liés à de telles manifestations revendicatives. Donc ça, c'est un peu les considérations sur le contexte, sachant qu'il y a déjà une supposition qui n'est pas exacte sur la forme des actions qui sont appelées, les actions revendicatives violentes en l'occurrence. Ensuite, il y a tout un paragraphe qui dresse un petit peu, qui est censé dresser mon portrait selon des suppositions qui émanent probablement de certains services de police, de renseignement. Voilà, je vais le lire tel quel, sans dire mon nom du coup. Considérant que Monsieur X, né à telle date, à tel endroit, demeurant à tel endroit, s'est déjà illustré dans le passé par sa participation à des actions revendicatives violentes, que militant de la mouvance contestataire radicale particulièrement actif, il apparaît aujourd'hui comme l'un des principaux leaders au sein de cette mouvance dans le cadre de la préparation des actions de contestation visant la conférence sur le climat dite COP21, qu'en l'espèce, depuis plusieurs semaines, il anime la plupart des réunions tenues dans un squat où se réunissent les militants les plus déterminés et les plus violents de cette mouvance afin de préparer les actions à mener pour tenter d'empêcher la tenue de cette conférence internationale, qu'au titre des actions envisagées figurent des blocages d'accès des cortèges officiels des personnalités et chefs d'État, ainsi que des actions plus violentes visant les sites institutionnels de l'État et les représentations d'entreprises industrielles ou financières, sponsors de la COP21, que M. X a été l'un des principaux animateurs du camp d'été anti-autoritaire de Bure du 1er au 10 août 2015, organisé afin de protester contre un projet d'installation d'un site d'enfouissement de déchets nucléaires, alors il ne précise pas nucléaire, que le 22 novembre 2015, il a été remarqué place de la Bastille dans le 11e au sein d'un rassemblement de soutien aux migrants, faisant l'objet d'une interdiction par arrêté préfectoral du 18 novembre 2015, et à l'issue duquel il a participé également à une manifestation après avoir forcé un barrage mis en place par les forces de l'ordre. Que M. X devrait être particulièrement actif durant toute la durée de la conférence climatique et participer avec les militants de la mouvance contestataire radicale à des actions de protestation dont on peut craindre, à l'instar de celles menées récemment à l'étranger, entre parenthèses, inauguration de la Banque Centrale Européenne à Francfort en mars et celle de l'Exposition universelle de Milan en mai, par les militants les plus déterminés de cette mouvance regroupée sous forme de Black Bloc, qu'elle ne soit très violente. Qu'il y a donc tout lieu de penser que M. X envisage de participer à des actions revendicatives susceptibles de troubler gravement l'ordre public. Considérant que, compte tenu de la gravité de la menace qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publique, il y a lieu de l'assigner à résidence dans un périmètre restreint, de le soumettre à l'obligation de se présenter 3 fois par jour auprès du commissariat de police de la commune où il habite, et de lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans le locaux où il réside. Il y a eu en 3 jours 3 perquisitions, c'est-à-dire une par jour, accompagnées d'un certain nombre d'autres modes de répression, des convocations, des auditions sans motif, pour affaires nous concernant. Certains se présentent, certains se présentent pas, parce que en fait on sait pas pourquoi on y va, on sait pas ce qui nous attend, du coup les réactions sont variables. En tout cas, depuis une semaine, en amont de la COP, on a eu dans un premier temps la visite des renseignements généraux qui nous ont dit, qui nous ont menacés. Ils nous ont pas prévenus de quoi que ce soit, ils nous ont menacés en nous disant assez clairement, si vous hébergez des gens que nous, on considère comme potentiellement violents, donc il y a plein de suppositions, on se réserve le droit d'intervenir sans prévenir, de jour comme de nuit, de rentrer dans votre domicile avec des hommes en armes, pour tout défoncer. Et ça, c'est des mots qui m'ont été dits à moi. Des amis qui ont d'ailleurs depuis communiqué à la presse et parlé un petit peu de ce qui s'était passé, se sont retrouvés attaqués dès le matin par plusieurs dizaines de policiers de différents services, dont un certain nombre casqués et certains avec des armes à feu, y compris, si je ne me trompe pas, des fusils à pompe, qui ont arraché la grille d'entrée alors même qu'une personne de l'intérieur leur précisait qu'ils allaient chercher la clé pour leur ouvrir. Ils ont jugé que ce n'était pas nécessaire d'attendre qu'on leur ouvre. Ils sont rentrés de force, se sont positionnés dans le bâtiment sans parler à personne et sont rentrés dans un premier lieu par la cuisine qui se trouve à l'arrière du bâtiment.
et ont malmené, en fait, ils ont frappé 2 des personnes qui étaient dans la cuisine à ce moment-là, dont une personne a dû aller aux urgences le soir même, et l'autre personne a été emmenée, enfin après avoir été frappée, elle a été emmenée et placée en rétention, voilà, sachant que voilà, ça fait partie de la répression aussi. Et après, ils ont fouillé les chambres, et, toujours avec, sans formuler vraiment de motif, sans vraiment expliquer la raison de leur présence, quoi. L'état d'urgence permet tout, du coup, il brasse un peu largement. Une manif en faveur des migrants, pouf, 58 personnes font l'objet d'une convocation en justice, ce qui n'a pas de rapport avec la COP. La démocratie, qui est une grosse illusion d'optique, se réserve le droit pour faire le ménage d'adopter des mesures d'urgence. Et qu'est-ce que c'est un état d'urgence pour moi ? C'est le rétablissement momentané d'un système totalitaire, dictatorial, pour faire le ménage. L'épuration de toutes les personnes qui représentent à leurs yeux un risque ou en tout cas une gêne, et c'est ça qui est important, la distinction. On ne représente pas un risque pour eux, ni pour la population, on représente une gêne du fait qu'on est des militants pour la liberté, quoi. Et où une écologie, une manière d'aborder l'écologie différente. Oui, bah quand je dis liberté, c'est vrai que le terme il est assez large, mais y a dans ce qu'on porte politiquement et aussi dans nos modes de vie, dans notre manière d'être ensemble, de se parler, d'agir ensemble, de se respecter les uns les autres, nos modes de solidarité, etc. Il y a aussi évidemment, c'est porté par une critique assez véhémente, assez claire et radicale des modes d'être de la société de consommation, de l'individualisme, de la croissance perpétuelle, de la concurrence entre les uns et les autres, et d'un certain nombre de choses qui sont, complètement contraires à ce qu'on pourrait appeler l'écologie, c'est-à-dire de prendre en considération le monde dans lequel on vit, quoi. C'est le maccarthisme à la française, c'est une chasse aux sorcières, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans une situation jugée d'urgence, après l'urgence, voilà, faut aussi savoir la caractériser. Dans une situation d'urgence, on va, et moi je tiens beaucoup à ça, c'est-à-dire que oui, bien sûr, pour moi en tant que militant, je me dis, voilà, ils ont l'aubaine là, ils ont le motif et le prétexte pour s'occuper de nous parce qu'on les gêne depuis longtemps. Mais je voudrais surtout pas occulter qu'en fait, les milliers, parce qu'on est en termes de centaines et de milliers de perquisitions et d'assignations à résidence et de mesures de répression suite à l'état d'urgence ne touchent pas évidemment que des militants, mais un certain nombre de gens qui gênent en fait. Ils gênent pas forcément par leurs idées, ils gênent parce qu'on pense qu'ils seraient susceptibles de faire, en fait. J'ai éteint la radio parce que c'était insupportable pour moi d'entendre que le djihadisme était constitué d'idéologie d'extrême gauche. Enfin, c'est complètement crétin, c'est complètement aberrant, mais ces gens-là sont invités et considérés comme des experts. Alors, on leur met des étiquettes. Monsieur un tel est criminologue, monsieur un tel est philosophe. Alors, les philosophes, attention. Enfin voilà, il y a plein de gens bien pensants qui sont souvent des gens poussiéreux qui pensent du fond de leur canapé, sont invités à la radio, à la télévision pour livrer des analyses complètement impertinentes et à partir de rien, juste de ressenti personnel ou de rancune personnelle. Enfin voilà, c'est un peu la pensée intellectuelle selon Éric Zemmour, quoi. C'est rien, quoi. Mais ça veut dire quoi de reparler encore une fois ici et maintenant, parce qu'on en parle très très rarement à la télévision, à part dans les films, enfin on en parle très rarement de manière sérieuse. Ça veut dire quoi la télévision, de reparler des anarchistes et ou d'actions directes ici et maintenant? Agiter des démons, je pense que c'est agiter des démons, profiter de la situation un petit peu où tout le monde perd ses repères pour dire attention, les gens qui aujourd'hui critiquent notre politique sont potentiellement des gens comme les djihadistes. Souvenez-vous, une partie de l'extrême gauche à l'époque, attention, tous ces militants qui militent pour l'abolition des frontières, qui sont en fait vont provoquer un afflux de terroristes par le biais de l'immigration, c'est parce qu'ils sont complices du terrorisme et donc c'est eux-mêmes potentiellement des terroristes parce que souvenez-vous, à l'époque, des groupes d'extrême gauche ont soutenu les Palestiniens ou ont posé des bombes en Europe contre l'industrie ou kidnappé des représentants de l'industrie et de la politique européenne. Et du coup, voilà, c'est juste agiter des démons pour justement faire que personne ne comprenne plus rien, en fait, surtout, quoi. Le problème, c'est qu'évidemment, il y a différentes formes de radicalité. En tout cas, la radicalité elle-même, elle désigne le fait de revenir aux fondamentaux,
aux racines, en fait, d'où l'étymologie du mot lui-même, aux racines des problèmes, essayer de revenir aux racines pour comprendre, en fait, ce à quoi il faut s'attaquer pour changer les choses. Évidemment, il faut être radical. Aujourd'hui, il faut être radical parce que le monde est complexe et qu'il faut réussir à redérouler le fil de l'histoire et essayer de comprendre qu'est-ce qui peut aujourd'hui expliquer que des gens se fassent exploser dans les métropoles européennes. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui des jeunes issus de l'immigration vivent dans une cocotte minute, sont oppressés et ne veulent plus vivre dans cet état des choses. Qu'est-ce qui explique dans l'histoire toujours que des personnes comme moi, de classe moyenne, classe moyenne européenne, prennent fait et cause pour des populations opprimées du reste du monde et soient prêts à tout, en fait, et c'est là aussi qu'il y a le radicalisme qui s'exprime, soient prêts à tout pour exprimer et faire valoir ses idées, et notamment les principes de liberté qui vont avec, quoi. Ils identifient certaines personnes, en plus ils nous font passer pour des leaders, c'est-à-dire qu'il y a leader de quoi? Leader d'une mouvance qui n'a pas d'organisation formelle, ça veut rien dire. En fait, ils prennent des gens qui sont particulièrement impliqués, particulièrement peut-être aussi visibles parce qu'ils prennent la parole publiquement, ils les considèrent comme des leaders, quoi. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est une politique de la peur, c'est-à-dire qu'ils vont viser certaines personnes pour faire peur à toutes les autres. En gros, ça veut dire, voilà, tu sais c'est prévenir les autres, qu'est-ce qui peut leur arriver si ils ouvrent un petit peu trop leur gueule ou s'ils sont un petit peu trop visibles. Ça veut dire, voilà, il faut inciter les autres à se calmer, à devenir raisonnables. On est pour moi dans des logiques contre-insurrectionnelles qui reposent sur la nécessité de désigner des ennemis intérieurs. Qui, mieux que les personnes qui contestent l'autorité même de l'État, peuvent jouer ce rôle-là, c'est évidemment tout ce qu'on représente nous, c'est-à-dire des militants, les militants radicaux, qui n'ont plus aucune illusion par rapport au système démocratique, au système de représentation et au système représentatif, pardon. Dans le contexte actuel, c'est plus facile que jamais de manipuler les émotions, d'aller prétendre que les gens ne sont pas touchés par ce qui s'est passé le 13 novembre, d'aller prétendre que les militants radicaux qui refusent l'état d'urgence, qui refusent l'état sécuritaire qui s'installe, sont des complices des djihadistes. C'est une rhétorique facile, c'est un syllogisme en fait. Et ça, c'est un procédé de manipulation assez facile à utiliser, assez médiocre d'ailleurs, que n'importe quel organe de propagande de n'importe quel des pires régimes totalitaires pourrait utiliser. Voilà, c'est ce que le régime nazi a fait avec les Juifs en désignant un bouc émissaire, une partie de la population comme responsable de tous les maux. Bon, ben voilà, là, aujourd'hui, une partie des musulmans sont considérés comme des dangers potentiels et une partie des militants politiques qui, du coup, refusent en fait la facilité, vont aussi être désignés comme des ennemis et traqués comme tels, quoi. Effectivement, tu es un militant actif, c'est-à-dire que tu organises des choses et tu essayes quand même de lutter véritablement contre un système. Donc tu es quand même véritablement impliqué. Et que c'est parce que tu es impliqué dans des luttes que tu as été interdit. Oui, c'est ça. Je pense que en fait, ce qui leur fait peur, c'est pas tant que j'aurais pu être à République pour jeter des choses sur la police. Ce qui leur fait vraiment peur, c'est la liberté de penser et l'obstination que je peux représenter et que je suis pas seul à représenter. Il faut faire attention à ça. Il y a aussi 24 autres personnes assises à la résidence et des centaines d'autres militants qui ont heureusement échappé aux mailles du filet. Et en fait, j'ai l'impression aujourd'hui que cette logique-là, elle s'accompagne de démarches judiciaires ou je ne sais pas comment dire. Enfin, de l'assignation en résidence, c'est un bel exemple. C'est moi, on me blesse pas pour faire peur à tous les autres, mais on m'assigne à résidence pour que tous les autres comprennent bien, voilà ce qui va se passer. Si vous fermez pas votre gueule, on va vous fermer votre gueule, en fait. Et c'est ce qui se passe avec moi, quoi. En fait, ils n'ont pas compris, et je pense qu'ils comprendront jamais qu'en fait, notre force, elle n'est pas dans la manière dont on occupe l'espace public. Notre force, elle est dans les liens qu'on a entre nous, en fait, dans la sincérité de nos liens, et de la manière dont on vit, en fait, et ce qu'on peut construire entre nous en termes de réseau de solidarité.
Eux, ils construisent l'individualisme, et nous, on construit la solidarité, la collectivité, des choses qui sont beaucoup plus belles que ce qu'ils nous proposent. Et ça, ils peuvent pas l'abattre. Et effectivement, mon assignation, elle peut montrer une chose, c'est qu'en fait, c'est pas parce que je suis à la maison que tout s'arrête, et que mon activité politique, en tout cas, s'arrête. Et même, je crois que s'ils nous mettaient tous, s'ils nous assignaient tous à résidence, ça continuerait, parce qu'en fait, on trouverait des moyens d'entrer en contact les uns avec les autres, de la même manière que les gens arrivent à communiquer d'une cellule de prison à une autre. On trouverait des moyens où on désobéirait, et ça, ils arriveront jamais à empêcher ça, quoi. Du coup, il y a notre résistance, elle a 1000 formes, et ils arriveront jamais à l'étouffer, quoi. Ton assignation, ça se passe comment, là? Parce que là, par exemple, tu viens de sortir, pourquoi? Eh bien, je dois pointer 3 fois par jour, à 9h, 13h et 19h30. Et du coup, là, il est à peine 13h passées. Je viens de pointer à 13h au commissariat de ma commune. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que je me lève à 8h30, ce qui n'est pas insurmontable. Mais effectivement, voilà, c'est comme si j'allais au travail. Mais de fait, si j'avais un travail, je ne pourrais pas le faire. Ça découpe ta journée en morceaux. C'est-à-dire que tu peux pas te construire, tu peux pas organiser ta journée, tu peux pas sortir la commune, donc il y a un certain nombre de choses qui te sont interdites, que tu peux pas accéder. Moi, je faisais mes courses dans un magasin qui est moins cher pour moi, parce que les magasins là où j'habite sont tous très chers. J'y vais plus, je peux pas faire les courses dans ce magasin, je dois envoyer d'autres gens le faire à ma place. Et en l'occurrence, ma copine qui travaille et qui a peut-être pas envie en sortant du travail de se précipiter au supermarché pour faire les courses, alors que d'habitude on les fait ensemble ou je les fais tout seul quand elle est au travail. Il y a plein de choses comme ça qui sont aussi, je dois rester de 20h le soir à 6h le matin chez moi, donc dans ma maison, enfermé dans ma maison, donc pas de soirée entre amis, il faut que j'accepte que je puisse pas sortir. Et à côté de ça, donc interdiction, comme j'ai dit, de quitter la commune. Et qu'est-ce que ça implique? En fait, on se dit, bon, bah voilà, les juges pourront juger que c'est surmontable. Finalement, cet individu n'a rien d'autre à faire, donc il peut bien rester chez lui. Mais en fait, tout ça, ça implique pas, ça ne prend pas en considération ce que ça représente comme torture psychologique pour quelqu'un qui se croit libre, en fait, qui se sent libre. En tout cas, c'est mon cas. Moi, la liberté, c'est fondamental. Mes libertés d'aller et venir, de penser. Et là, en fait, on balaye toutes mes libertés d'un coup. C'est-à-dire mes libertés parce qu'il faut dire aussi, en dehors des moments de pointage et des interdits, il y a des gens qui nous surveillent, en fait. Il y a des gens qui nous suivent, il y a des gens qui regardent ce qu'on fait. Donc, en fait, je suis observé toute la journée par des gens. Alors, c'est moins grave que d'autres personnes assignées qui sont suivies vraiment par plusieurs personnes toute la journée. Moi, ça va, c'est un peu relâché. Dans l'occurrence, moi, ce que je pointe du doigt, c'est vraiment l'aspect moral et psychologique de la chose. Moi, je dors plus depuis 4 jours. En fait, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que j'ai sur ma tête? Qu'est-ce que c'est que ça? Là, on voit pas sur l'image parce que ma tête est coupée, mais j'ai quand même les yeux bien rouges. Je suis en stress depuis 4 jours. Et puis, du fait que je suis militant politique et que je me suis effectivement beaucoup investi dans l'organisation de la COP, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été possibles parce que les autorités l'ont rendu impossible. Et je parle pas d'affrontement avec la police forcément. Je parle de banquets, de rencontres, de discussions, d'un certain nombre de choses qui ont été rendues impossibles. Et moi, j'étais à la maison. Par exemple, hier, j'ai appris que la manifestation tournait à l'affrontement. J'ai un ami qui m'appelle au téléphone, j'entends les grenades derrière lui. Et psychologiquement, c'est dur. Au téléphone, il y a une personne qui a été blessée par une grenade juste à côté du copain qui téléphonait. Je savais qu'un certain nombre des amis qui me sont proches et qui défendent mes valeurs et ma vision de la liberté, en fait, étaient là-bas et se prenaient potentiellement des trucs sur la gueule. Mais c'est pas banal pour nous. On n'est pas des guerriers. On assume notre part de radicalité, mais on n'est pas, voilà. Et du coup, il y a des situations comme ça qui sont extrêmement offensantes, humiliantes. Et surtout, moralement, c'est extrêmement difficile, quoi. La seule chose qui reste, en fait, à partir du moment où l'ensemble des forces contestataires ont été réduites au silence, il reste cette espèce de discours, il reste le discours dominant, c'est-à-dire que il n'y a que les États, il n'y a que les puissants qui pourront régler la question. On les présente comme la solution, alors qu'ils sont le problème. C'est un peu l'objet de l'affiche qu'on a affichée partout dans Paris.
Ils sont véritablement le problème et ils veulent se présenter comme la solution. Et ça leur est, en muselant la contestation, ils muselaient non seulement la contestation, mais aussi ils occultent le fait qu'un certain nombre de gens qui portent cette contestation ont des modes de vie différents. Tu parlais des zadistes tout à l'heure, mais c'est pas que ça. Les gens qui se débrouillent dans le milieu urbain pour survivre sans avoir à payer des loyers monstrueux, qui s'arrangent avec des maraîchers ou des distributeurs de fruits et légumes pour récupérer de quoi faire des bouffes normales sans payer une fortune dans les supermarchés. Toutes ces questions-là, c'est déjà de l'ordre du mode de vie alternatif et nous, on n'a pas besoin d'en faire la promotion et d'en parler. Voilà, on dit toujours, hein, plus on en parle, moins on en fait. La réalité, c'est que ceux qui font, c'est les gens qui contestent l'ordre établi, tandis que beaucoup d'autres attendent des gouvernements qui leur disent ce qu'il faut faire. Et en l'occurrence, si c'est juste échanger l'essence, le samplon 95 contre du biodiesel et trier ses déchets, c'est vraiment du foutage de gueule quand on sait qui sont les vrais responsables de la pollution, et ceux-là, ils vont rien changer. Ils vont rien changer et les politiques d'État vont rien changer. Alors qu'est-ce qui se passe là pendant 12 jours? C'était la durée de la COP. Il y avait plein de choses qui étaient prévues et en fait, le gouvernement a réussi à faire peur aux gens en fait. Et y compris, là encore, je répète la même chose, on a beau assumer le rapport de force, on n'est pas des super guerriers. Et il y a un certain nombre de gens parmi nous qui ont eu peur. Moi, je vis dans une maison où on devait accueillir une quinzaine de personnes, des amis qui venaient pour ça, qui venaient les uns pour les discussions, les autres pour les manifestations, les uns et les autres pour les deux, enfin pour différents événements impliqués de différentes manières, avec des idées qui ne sont pas toutes homogènes. Et ben, tous ces gens-là se sont enfuis. Ils ne sont pas venus à la maison parce qu'ils ont eu peur de la perquisition. Ils ont eu peur de se retrouver réveillés en pleine nuit par des hommes avec des armes, comme dans le lieu juste à côté, qui lui non plus n'a pas hébergé de gens du coup. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas venus plutôt que d'être à la rue, parce qu'aussi il y avait des négociations qui avaient été faites par des organisations politiques pour pouvoir loger tous les gens qui viendraient pour la manifestation. L'État, même avant l'état d'urgence, s'est obstinément opposé à l'idée d'ouvrir des lieux pour permettre aux gens de se loger. C'est toute une situation qui précède l'état d'urgence, qui a été renforcée par l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui sous-tend cette situation, c'est que le gouvernement ne voulait pas qu'on conteste leurs fausses solutions pour le climat. Maintenant, ils se réunissent entre chefs d'État et les mêmes qui jettent des bombes sur la Syrie ou sur l'Afghanistan avant et qui ont échoué lamentablement dans la pacification de la situation en Irak, c'est les mêmes qui aujourd'hui veulent nous vendre des solutions éthique sur la manière de sauver la planète, quoi. Enfin, c'est risible, hein. Et du coup, on va entendre que. Et d'ailleurs, dès ce matin, on n'entend que. Hier, il y a eu un affrontement avec les forces de l'ordre pour essayer d'amener un autre point de vue. S'il y a eu affrontement, c'est parce que ça a été interdit, parce que ça a été réprimé. Si ça n'avait pas été réprimé et interdit, il n'y aurait pas eu d'affrontement. Il y aurait eu un message politique qui contestait les politiques gouvernementales. Ça n'a pas eu lieu. Et du coup, ils ont mis hier soir plus de 200 personnes en garde à vue qui ne sont pas forcément impliquées dans des affrontements avec la police. Et voilà, aujourd'hui, ce matin, on se réveille tous avec la gueule de bois en se disant « Ah, tous nos amis qui ont un point de vue sincère sur la situation sont en train de devoir s'expliquer devant des policiers du fait qu'en fait, ils ont une pensée libre. » Tandis que les gouvernements, eux, reprennent les médias en main et nous racontent qu'ils sont là pour nous trouver des solutions. Enfin, arrêtons de croire n'importe quoi. Ces gens-là veulent pas notre bien, en fait. Tout le week-end, je me suis demandé, en fait, pourquoi je devais respecter cette assignation, pourquoi je devais rester assis là, chez moi, qu'est-ce que j'avais fait pour ça, est-ce que je devais accepter que j'étais coupable, en fait, parce que rester à la maison, ça veut dire accepter qu'on est coupable de quelque chose. Moi, je me sens coupable de rien. Du coup, à plusieurs reprises, oui, je me suis demandé, non, ça suffit, en fait. Je vais rejoindre mes amis, je vais aller à Versailles pour soutenir les amis qui sont venus en vélo et en tracteur de Notre-Dame-des-Landes. Je vais aller le dimanche pour protester contre la COP. Je vais participer aux discussions qui auront lieu en dehors de la commune où j'habite pour être présent et juste participer à ce pourquoi je me suis organisé avec beaucoup d'autres gens jusqu'ici. Du coup, comment je réagis à ça? Voilà, il y a un référé liberté qui a été lancé en fin de semaine dernière
J'ai une réponse, je suis convoqué au tribunal administratif, enfin je suis convoqué. Voilà, l'audience aura lieu au tribunal administratif mercredi. D'autres ont déjà reçu des refus par rapport à leur demande par rapport à leur référé liberté. Moi, visiblement, le tribunal veut m'entendre. Moi, les voies légales, j'y crois pas trop. J'ai tellement d'amis, en fait, qui, dans des situations où ils sont victimes aussi, victimes de violences policières, qui ont perdu un œil à cause de tirs. Je sais à quoi m'attendre avec la justice, en fait. Je me fais pas d'illusions, du coup. J'attendais pas que la justice me sauve. Je pense que la justice, elle fait partie de l'appareil d'État et elle va pas me sauver de ce qui m'arrive. Elle va pas reconnaître qu'en fait, le ministre de l'Intérieur s'est trompé. Et puis, je veux pas qu'il admette qu'il s'est trompé, parce qu'en fait, oui, j'assume le fait d'être l'ennemi de l'État, en fait. Et j'ai pas envie qu'on dise « Ah non, en fait, non, c'est un gentil, il est pas l'ennemi de l'État. » Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. Donc, j'attends pas de réponse du tribunal et je me demande, voilà, comment est-ce qu'on peut répondre, être audible face à ça. Alors, l'autre option, c'est souvent les médias, la couverture médiatique. J'ai eu des rapports avec les médias par le passé et les médias me font autant peur que les tribunaux, parce que les journalistes jugent à l'emporte-pièce, construisent des histoires qui ne sont pas la tienne, font parler d'autres gens à ta place, te mettre ce que tu vis, en fait, ce que tu vis à l'intérieur de toi, tes ressentis, tes émotions, les mettre en fait dans la balance avec les arguments rationalistes et géopolitiques d'experts criminologues qui envahissent les plateaux de télévision. Et en fait, face à ces gens-là, mon émotion, je peux la ranger dans ma poche, parce qu'ils vont de toute façon avoir le dessus et dire que en fait, mes émotions, c'est fin, c'est faux, qu'en fait, je suis un méchant, mais que ça se voit pas, et que je suis un menteur, et que ceci. Et du coup, en fait, c'est eux qui ont le pouvoir, c'est pas moi, et je l'aurai jamais, en fait. Je l'aurai jamais, quoi. Le problème, c'est que toute la contestation dans son ensemble est criminalisée. En fait, voilà, moi, j'ai plus beaucoup d'espoir que la loi puisse... Enfin, j'ai pas d'espoir du tout que la loi, le droit, la justice, l'État puisse, en fait, nous donner raison, en fait. Et je le souhaite pas, en fait, parce que je pense que ils sont ce qu'on combat. Mais oui, évidemment, je me dis, mais en fait, c'est quoi cet arbitraire? À quoi ça correspond? Pourquoi je dois accepter, en fait, que je suis coupable? Coupable de quoi? C'est eux les coupables, c'est eux qui devraient être assignés à résidence pour pas participer à la COP21, parce qu'ils sont dangereux. Ils prennent des décisions qui sont dangereuses. Pendant ces 2 semaines, en fait, tu vas raisonner la chose comment? Le matin, je vais dire, non, ça suffit, faut que je sorte. Et l'après-midi, je vais me dire, ouais, mais si je sors, je vais en prison. Et je pense que c'est ce qui m'arrive depuis 4 jours et ça va continuer jusqu'à la fin des 12 jours. Tous les jours, je vais me dire, mais en fait, il n'y a pas de raison que je respecte cette assignation, elle est injuste, elle est illégitime. Et puis, je vais me raisonner à chaque fois en me disant, est-ce que ça vaut le coup que j'aille en prison? Il y a des amis qui m'ont dit, tu nous seras plus utile en étant à nos côtés qu'en étant en prison. J'ai ma copine qui, évidemment, me dit la même chose, qui me dit, en fait, j'ai pas envie que tu ailles en prison. Voilà, la question c'est est-ce que j'assume d'aller en prison pour mes idées? Ouais, on en est là en fait, ils nous ont amenés à ça. Mais quelque part, je me dis, mais l'histoire nous donnera raison. On fait des éloges de toutes les personnes qui ont été dissidentes dans les régimes autoritaires, on en fait des héros. J'ai pas envie d'être un héros, mais ce que je suis en train de dire, c'est que l'histoire me donnera raison. Si je devais aller en prison, peut-être qu'on m'oubliera et je préfère qu'on m'oublie. J'ai pas envie d'être une personnalité publique, sinon j'aurais montré mon visage. Mais je suis intimement convaincu que l'histoire nous donnera raison. Si je décide de violer l'assignation à résidence, elle me donnera plutôt raison. En tout cas, beaucoup de gens dans mon entourage comprendront le geste et c'est pour eux que je le fais. Et c'est parce que je pense qu'effectivement, la liberté, c'est pas négociable, quoi.